Eh, t'as suivi le TD de neuro J'ai rien compris du tout. Putain. Parkinson, c'est super compliqué. bah, Parkinson. Mais en fait, c'est quoi la maladie de Parkinson? Donc, très bonne question Laura. Donc qu'est-ce que la maladie de Parkinson? Il faut savoir que c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Elle concerne en France 150 000 personnes, à savoir 1,2 hommes pour une femme. Cette atteinte, généralement asymétrique, apparaît aux alentours de 58 ans. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il faut savoir que le cerveau comprend environ 86 milliards de cellules. Ici, 500 000 cellules fabriquant la dopamine sont concernées. La dopamine, à quoi ça sert? La dopamine permet le mouvement et la gestuelle automatique. Donc, dans la maladie de Parkinson, l'atteinte de ces cellules entraîne un déficit en dopamine au niveau cérébral qui va être à l'origine des principaux symptômes qu'on vous présentera plus tard. Vous le verrez par la suite, la maladie de Parkinson est une maladie de la mémoire motrice, c'est-à-dire la mémoire des gestes appris. Ces gestes représentent environ 95% des gestes que nous effectuons tous les jours, comme parler, marcher, écrire, faire du vélo, prendre un verre, le porter à ses lèvres. Ce sont tous les gestes que nous faisons de manière automatique sans réfléchir à chaque mouvement. Ils ont été appris et donc nous ne savions pas les faire à la naissance. Mais qu'est-ce qui se passe précisément dans le cerveau? Au centre du cerveau, on retrouve les structures responsables de la mémoire motrice. Ces structures sont composées de 5 noyaux appelés ganglions de la base ou noyaux gris centraux qui fonctionnent en synergie. On distingue la substance noire, le noyau subthalamique, le globus pallidus, le noyau codé et le putamen. Ils sont situés dans chaque hémisphère et se font face. Ce sont les neurones de la substance noire qui sécrètent de la dopamine. Ces neurones vont envoyer des axones dans tous les autres ganglions de la base, surtout dans le noyau codé et le putamen. On parle de voie dopaminergique nigrostriée. C'est cette voie qui est atteinte dans la maladie de Parkinson. Oh punaise, cette partie va falloir s'accrocher. Imaginons 3 synapses dopaminergiques sur une même dendrite postsynaptique. La figure, très schématique, montre des synapses contrôle qui fonctionnent parfaitement comme vous l'avez appris. Lors de la maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques de la substance noire dégénèrent petit à petit, entraînant une disparition progressive des synapses dopaminergiques dans le striatum. On voit ici en bas à gauche comment sont vraiment organisées les synapses dopaminergiques dans le striatum. Les dendrites du striatum ont des épines qui sont en fait des excroissances. Les synapses dopaminergiques se font à la base de ces épines, ce qui font qu'elles sont proches les unes des autres à chaque épine. Cela permet à une synapse de compenser les deux autres. Lors de la maladie de Parkinson, des neurones dopaminergiques de la substance noire dégénèrent. Ainsi, des terminaisons axonales dopaminergiques disparaissent et la transmission synaptique dopaminergique ne s'effectue plus que pour une synapse sur 3, comme vous pouvez le voir par exemple sur ce schéma. Elle libère plus de dopamine à l'arrivée des potentiels d'action, car la régulation négative de la libération et de la synthèse de dopamine a disparu. Ceci se traduit par une augmentation nette de la libération de dopamine à partir des terminaisons encore intactes. Notez que les récepteurs à la dopamine situés dans la membrane des dendrites en face des terminaisons dégénérées n'ont pas disparu, au contraire, leur nombre a augmenté, comme pour chercher la dopamine qui n'existe plus dans la forme synaptique. Les nombreuses molécules de dopamine libérées par la synapse encore active se fixent sur les récepteurs postsynaptiques de leur synapse, mais aussi sur ceux des voisines, car ces synapses sont très proches. Au final, la réponse postsynaptique est presque inchangée, car les synapses sont encore actives et libèrent de la dopamine pour les autres. Si la compensation est optimale, la maladie est dans sa phase asymptomatique. Les symptômes vont apparaître quand les synapses encore actives seront trop peu nombreuses pour compenser le fonctionnement de celles qui ont dégénéré. Oui, mais là c'est très théorique, mais concrètement, comment je le vois un mec qui a une maladie de Parkinson? Attends, je vais te montrer.
Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ouais. Ah mais si, je sais ce que t'as oublié. En plus de la marche et de la posture, on distingue la triade parkinsonienne, qui se compose de tremblements, d'hypertonie plastique et de l'akinésie. Les tremblements sont des tremblements de repos d'une fréquence de 3 à 5 Hz, ce qui signifie 3 à 5 battements en une seconde. On les distingue des tremblements d'action du syndrome cérébelleux parce qu'ils disparaissent au mouvement, comme vous pouvez le voir, et ils reprennent au repos. L'hypertonie plastique, dit plus couramment la rigidité, se caractérise par une résistance passive à la mobilisation du segment. Elle peut être soit en roue dentée, donc c'est-à-dire que elle va céder par à-coups, ou alors ce qu'on appelle en tuyau de plomb, et c'est-à-dire que je vais avoir une résistance tout au long du mouvement. Pour différencier l'hypertonie plastique de l'hypertonie élastique, c'est-à-dire la spasticité, lorsque je mobilise mon membre et que je le lâche, dans l'hypertonie élastique, donc la spasticité, le membre va revenir à sa position de départ, alors que dans l'hypertonie plastique, la rigidité, le membre reste dans sa position. Prenons l'exemple de serrer la main de quelqu'un. Donc de manière normale, je te serrais la main comme ça. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, un des signes qu'on peut retrouver, c'est l'akinésie, donc le défaut d'initiation du mouvement. Donc ça se reproduirait pas comme ça, si je te serre la main, comme si j'avais du mal à venir te serrer la main. Un autre signe clinique qu'on peut retrouver, c'est la bradykinésie, donc la lenteur du mouvement. Donc par exemple, dans la maladie de Parkinson, si je vais te serrer la main, ce serait comme ça. Ah ouais, c'est long quand même. Et sinon, on peut aussi retrouver l'hypokinésie, donc c'est la diminution d'amplitude du mouvement. Donc si je vais te serrer la main, ce serait plutôt comme ça. Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur des signes cliniques qu'on vient de vous présenter. S'il existe une difficulté diagnostique, le neurologue prescrit alors une scintigraphie au DaTscan. Mais attends, c'est quoi une scintigraphie au DaTscan? La scintigraphie au DaTscan est une imagerie fonctionnelle cérébrale permettant la visualisation du système dopaminergique. Concrètement, on injecte au patient un produit radioactif qui ira se fixer sur le transporteur DAT, qui permet à la dopamine de rentrer dans les cellules. Après 30 minutes de diffusion, on effectue un scanner sur lequel apparaîtra en jaune le système dopaminergique. Et du coup, carrière, dans un projet important, ne vous contentez pas d'approximations et de vagues propositions. Ok. D'ailleurs, j'ai lu un article hier, on avait parlé de la maladie de Parkinson. Ouais. J'ai lu un article sur les facteurs de risque. Tu sais, donc, il y a l'âge, ça on peut s'en douter à partir de 60 ans. Il y a aussi des facteurs environnementaux et même des facteurs génétiques. En vrai, de manière générale, la maladie de Parkinson, c'est pas forcément une maladie héréditaire parce qu'il n'y a que 5% de ces formes qui le sont. Donc c'est pas énorme. Okay. Mais oui, mais ça, tu viens de me dire, mais j'avais vu un article sur les facteurs génétiques justement avec Parkinson ce matin. Ah oui, c'est là. Du coup, il y aurait deux modes. Il y a mode autosomique dominant et récessif. Donc le premier dominant, il suffirait d'un seul allèle pour que la maladie elle se manifeste, transmise par des gènes SNCA, LRK2, VPS35, des noms chelus. Et du coup là, ce serait les formes plutôt tardives, comme on connaît. Et le mode autosomique récessif, donc là, il faudrait absolument deux allèles qui soient mutés pour que la maladie se manifeste, et transmise par des gènes de la Parkin, apparemment importants. Parkin, DJ1, PINK1, et là, des formes précoces, avant 40 ans, sans atteinte cognitive. Ok. Intéressant. D'ailleurs, du coup, c'est important de connaître en fait la forme de la maladie parce que ça permet de rassurer la famille en soi et de pouvoir dire l'hérédité de la famille ou non, enfin de la maladie, pardon. Ouais, si, Très bien. Ouais, bah, clairement, pour les formes futures. Ouais, c'est clair. Ça, ouais. Ah bah les filles, vous cherchez justement. Ah, J'ai appris une histoire de fou, faut que je vous raconte, venez on sort. Alors que je vous explique. En gros, c'était dans les années 70, donc sur la côte ouest des États-Unis. Il y a différentes personnes qui ont été repérées et qui présentaient en gros des symptômes similaires à la maladie de Parkinson. Et donc ces personnes, ils ont remarqué qu'ils avaient deux points communs. La première, c'est qu'ils étaient tous toxicomanes. Ils prenaient notamment de l'héroïne. Et que le deuxième point commun, c'est qu'ils se fournissaient tous chez le même dealer. Donc en gros, le dealer, c'était un étudiant. Et il faisait lui-même son héroïne. Et en gros, en bidouillant un peu, il a modifié la formule chimique d'une des molécules. Et il a créé ce qu'on appelle la MPTP. Donc c'est une molécule qui attaque directement la dopamine dans le cerveau.
tabac et le café, ça avait un rôle protecteur pour la maladie de Parkinson? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'addiction, ça va stimuler le système dopaminergique. Donc on est protégé presque. Hein. Ouais. Oui les jeunes, vous avez raison, mais bande d'andouilles, vous n'avez toujours pas parlé de l'évolution alors que c'est super important. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Il faut savoir qu'il y a plusieurs stades dans la maladie de Parkinson. On parle de stade préclinique, quand il n'y a aucun symptôme détectable, parce que les synapses encore actives sont assez nombreuses pour compenser le fonctionnement de celles qui ont dégénéré. Ensuite, arrive le stade prémoteur, qui se caractérise par l'apparition de symptômes, donc non moteurs, comme l'altération du sommeil, l'atteinte des fonctions olfactives et l'atteinte du système végétatif. Enfin, arrive le stade moteur, composé des éléments classiques de la triade parkinsonienne, qui arrive au-delà d'un certain seuil de dénervation dopaminergique. Le traitement médicamenteux est uniquement symptomatique et il ne joue en rien sur l'évolution de la maladie. Les agonistes dopaminergiques et la levodopa ont le même effet, ils cherchent à mimer l'action de la dopamine. Par contre, les patients sous agonistes dopaminergiques arrêtent plus fréquemment leur traitement que ceux qui sont sous levodopa. Et pourquoi ? Parce que les agonistes ont plus d'effets secondaires. Ils ont par exemple des hallucinations, des confusions ou des délires, ou encore des somnolences, ou encore des vertiges et des nausées, voire même des troubles du contrôle des impulsions, qui va donc se traduire par des addictions au jeu ou des addictions alimentaires. Ça fait quand même pas mal. Contrairement aux agonistes dopaminergiques, la levodopa, il faut savoir qu'elle est plutôt bien supportée. Mais cette durée d'action, elle est courte. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 4 à 5 heures, sa concentration dans le sang, elle va chuter de moitié. Et c'est pour cela que la prise médicamenteuse, elle doit être renouvelée plusieurs fois par jour, à savoir au minimum 3 fois par jour. Alors que les agonistes, une prise unique suffit par jour. D'accord. Et donc l'une des conséquences de la levodopa, c'est l'apparition de fluctuations motrices on-off. Donc à savoir que la phase on correspond au moment où les symptômes sont bien pris en charge par le traitement. La personne se sent plutôt bien. Tandis que la phase off, le traitement ne fait plus assez effet et les symptômes refont surface de manière plutôt invalidante. Et c'est aussi à ce stade qu'apparaissent des dyskinésies. Les dyskinésies sont des mouvements involontaires de torsion de membres ou d'une partie du corps. Alors que pour les agonistes, les dyskinésies sont plutôt retardées, contrairement à la levodopa. Donc il y en a moins. De 0 à 5 ans, donc il y a la phase dite précoce, où le traitement correspond bien avec le patient et ses symptômes. On appellera cette phase la lune de miel. De 5 à 10 ans, donc là où arrivent les complications, on voit l'apparition de fluctuations motrices. Ensuite, on arrive à la phase de déclin, donc à partir de 10-15 ans, où il y a une majoration des signes moteurs, des chutes ou des démences. Donc comme on vous l'a expliqué, il existe deux grands traitements que sont les agonistes dopaminergiques et la levodopa. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de bon ou de mauvais traitement. Le tout, c'est que le traitement soit le plus adapté au patient. Et t'as vu, du coup, il y a plein de recherches qui sont en cours, et j'ai vu que les dernières, elles essayaient plutôt de ralentir l'évolution de la maladie, qu'essayaient d'être symptomatiques comme les traitements qu'il y a en ce moment. Ah ouais. Moi j'ai aussi vu un truc, il y a une nouvelle voie thérapeutique qui consiste à remplacer les neurones dégénérés par une greffe de cellules exogènes. Oh. À voir dans le futur. Ouais, bon, tu vas ? Ouais, c'est fini. Allez. Lâche un like, abonne-toi.